Alors, j'invite tout le monde qui a leur petit café de venir se rapprocher du plateau télé où nous allons discuter un peu parcours de soins et éco-responsabilité, mais en pratique. Parce qu'en fait, il y a des beaux principes et concepts d'essayer de faire des blocs opératoires plus verts. Mais en pratique, comment faire? Donc l'idée, c'était de réunir trois disciplines différentes, parce qu'on a un industriel qui fabrique les masques que vous avez aujourd'hui, que vous pouvez avoir autour de votre figure sur des masques français et conçus éco-responsables. Donc en parler. Un anesthésiste qui a mis des choses en place très concrètes. Et puis une chirurgienne, mais justement d'une autre discipline, parce que vous faire voir, non, non, mais que ça bouge partout et qu'on a des problématiques à la fois communes, mais aussi, selon nos pratiques, qui peuvent être divergentes et on peut aller s'inspirer d'autres pratiques. Et l'idée, c'est de partager toutes ces expériences. Alors, très concrètement, on est dans un modèle très convivial, comme vous avez le café, et très interactif. Donc, on va vous présenter un petit peu rapidement ce que les gens ont fait, et après, c'est de pouvoir échanger. Et l'idée finale, en fait, c'est que si vous voulez, dans votre bloc, mettre en place des choses, qu'on crée des liens entre des équipes qui ont déjà une expérience ou qui peuvent vous orienter vers des gens qui peuvent vous aider. Alors, on va faire un petit tour de table et puis chacun présente un peu ce qu'il a fait. Pourquoi? Alors, on va commencer par, comme on est en période de pandémie, on sort de la pandémie, mais on a découvert tous cet objet à utilité en dehors de nos blocs opératoires sont les masques. Et je ne vais pas revenir sur l'épisode pénurie masque et cargo Boeing venant de l'Asie, mais voilà, comment une entreprise française, alsacienne, s'est mise à développer des masques et pourquoi a-t-il décidé de faire des masques éco-responsables et qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour à tous, merci Patrick. Nous, on a démarré l'an dernier à peu près au mois d'avril, en plein cœur de la pandémie. Baral est une société qui s'est créée courant avril, dans le sillage d'un pôle textile autour de Mulhouse, à qui on avait d'abord demandé de fournir des masques pour répondre aux besoins des entreprises. Donc on s'est mis en mode collaboratif, il y a 35 entreprises qui se sont organisées pour faire ça. Et nous, très rapidement, on est 6 industriels à s'être dit, on ne peut pas en rester là, il faut qu'on aille plus loin. On était dans un contexte de crise que vous avez tous vécu de l'intérieur. Et on a créé une entreprise dont l'objectif était dans un premier temps de faire des masques grand public, mais dès le départ de s'inscrire pour fabriquer des masques pour la santé. Donc ça s'est traduit par le fait que depuis le mois de juin cette année, on fabrique des masques chirurgicaux et qu'à la fin du mois de septembre, on fabriquera des masques FFP2. Et le parallèle à ça, c'est qu'on veut convaincre notamment le milieu de la santé qu'il y a une autre façon de consommer. Je reviendrai dessus une fois que tout le monde se sera présenté. Bonjour à tous, moi je m'appelle Mehdi Affiani, je suis médecin anesthésiste réanimateur dans un hôpital parisien qui s'appelle Tenon et je suis président d'un comité développement durable au sein de ma société savante, la Société française d'anesthésie réanimation. Et parallèlement avec le professeur Pessot, je suis membre du comité d'éco-responsabilité en santé. Je pense qu'il le présentera beaucoup mieux que moi et je passe la parole à notre collègue. Bonjour, moi je m'appelle Christelle Conso, je suis donc chirurgien orthopédique. Je suis là effectivement parce que moi aussi je participe au comité développement durable de notre Conseil national professionnel et de la Société française d'arthroscopie. Comme vous le savez, l'arthroscopie, on utilise beaucoup d'eau. Donc moi je suis venue à ces problématiques par les déchets et l'épargne de l'eau. Et puis j'ai une deuxième marotte dont je vais vous parler sur les métaux et en particulier le recyclage des métaux, puisque vous savez qu'en orthopédie, on utilise énormément d'implants métalliques, qu'on les retire parfois et que
on est avec le CNPCOCT, on se pose la question de savoir ce qu'on en fait, comment ils sont recyclés. Je vais te laisser la parole, justement, parce que... Non, alors nous, sous l'impulsion des anesthésistes, en fait, je pense que vraiment, l'ASFAR a été promotrice, comme société savante, de s'intéresser à l'éco-responsabilité dans nos pratiques. Et donc moi, en effet, c'est sous l'impulsion de l'anesthésiste qui fait partie de ton groupe au sein de l'ASFAR qu'on a mis en place des choses avec, en premier, en effet, la récupération des métaux au bloc opératoire venant des laryngoscopes et puis de nos bistouris électriques. Et donc je voulais savoir justement, toi, comment en pratique tu as mis quelque chose en place et comment l'idée, c'est en effet... je suis praticien dans mon bloc X, ou comment je peux inciter ma direction ou pas, ou comment tu l'as fait spontanément pour que ces processus se mettent en place? D'abord, moi j'y suis venue parce que, je vais vous raconter un truc un peu glauque. Vous savez que le cimetière du Père-Lachaise a un incinérateur. Et vous imaginez que toutes les grand-mères qui ont des prothèses de hanche, elles sont incinérées. Et ils recyclent les métaux qu'ils récupèrent, y compris les métaux lourds, les métaux précieux, tous les ans. Et je suis tombée sur un article qui disait que le Père-Lachaise finançait des rénovations avec le recyclage de ces métaux. Je me suis dit, mais bon sang, voilà. En orthopédie, on a des infections, on a des centres de référence des infections ostéo-articulaires, on enlève du matériel, donc on a des implants métalliques et on les met dans les poubelles jaunes. Qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Ça, c'est le début de ma réflexion. Dans un deuxième temps, donc, je fais partie d'une société savante et d'un conseil national professionnel, puisqu'il y a quand même une législation sur le traitement d'un explant orthopédique, puisqu'ils sont... si je veux sortir de cet explant, je suis obligée de le décontaminer, de le traiter, éventuellement de le stériliser. Donc, avec le conseil national professionnel, on s'est tourné vers la société de stérilisation. Il nous a dit, oui, vous pouvez le recycler s'il est stérile, mais vous n'avez pas le droit de le recycler s'il est décontaminé. C'est-à-dire, on ne peut pas juste le tremper dans de l'agneau et dire à Paprec, par exemple, de le confier à une filière de recyclage. Après, on s'est tourné vers le SNITEM, qui est donc les fabricants de matériel. Et donc là, on s'est heurté un petit peu à des obstacles. Puisque c'était non, on ne peut pas recycler un implant métallique. Puis vers la NSM, puisqu'il y a c'est un implant, voilà. Donc on a décidé du coup, voyant ces obstacles-là, passer par des démarches pilotes dans les centres de référence des infections ostéo-articulaires pour voir si décontaminer simplement ces implants. Et on est à la phase de recherche de la filière de recyclage, puisque on a non seulement de l'acier, donc un alliage chrome-cobalt, donc c'est quand même... en France, il y a 97% là, des métaux ferreux qui sont... 95% qui sont recyclés, hein. Le titane, il y en a beaucoup, hein. Les plaques d'ostéosynthèse sont souvent en titane. Il y a des prothèses en titane, il y a des filières de recyclage. C'est un métal qui est cher, c'est un métal mais qui se recycle difficilement. Et on en est là. C'est-à-dire qu'en pratique, pour l'instant, la démarche, elle se heurte quand même à pas mal d'obstacles, on va dire, législatifs. Et je pense que pour les lames de laryngo, c'est peut-être moins important, mais je pense qu'on se heurte à ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été en contact avec du sang, des sécrétions, et il faut savoir comment on le traite pour le confier à une filière de recyclage. Et c'est le principal obstacle. Alors justement, oui, les anesthésistes, vous avez fait la même démarche sur les lames de laryngoscope, et même problématique ou pas?
Alors, c'est exactement les mêmes problématiques, mais moi, je me permettrai, pour que ça soit un débat, de poser la question à l'envers. Donc, effectivement, on n'est pas sur les mêmes volumes, parce que des lames de laryngoscope, on va dire qu'on fait un N inductions par jour, et ça inclut un certain nombre de lames qui, pour la plupart, sont métalliques et à usage unique. Et effectivement, ce qui a fait beaucoup de mal à l'aspect ou à l'impact environnemental de nos activités médicales et chirurgicales, c'est les années 80 avec les maladies infectieuses, notamment le VIH, puis le Creutzfeldt-Jakob qui va arriver dans les années 90, qui impose des mythes, comme vous l'avez dit, parce que je reprends ce que vous avez repris tout à l'heure, la société de stérilisation qui impose de stériliser un dispositif médical qui ne sera pas mis dans un patient, mais qui sera mis dans une benne qui va être chauffée, puis aller au recyclage. Donc je ne sais pas sur quels éléments il se base. Et le deuxième élément, je rebondis sur le deuxième élément qui est le fabricant. Et heureusement que la loi commence à évoluer, à progresser, parce que depuis février 2021, la loi du pollueur-payeur est rentrée en vigueur. C'est-à-dire que plus aucun industriel n'aura cette impunité de produire un dispositif ou du matériel sans être responsable de sa fin de vie et de la prise en charge de sa fin de vie. Et d'ailleurs, vous commencez à le voir à la télé sur du matériel informatique où on voit le degré de réparabilité et de recyclage de chaque dispositif médical ou pas que vous achetez. Et donc cette loi est rentrée en vigueur, il faut juste savoir l'appliquer. Le deuxième élément, c'est ce que vous dites, c'est qu'il y a un grand vide réglementaire. Un énorme vide réglementaire puisqu'on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire, à commencer par les déchets. Et donc c'est une partie du débat parce qu'aujourd'hui, on rentre tous dans l'éco-responsabilité en santé par le déchet. Alors que ça ne représente, Patrick va en parler tout à l'heure, que 13% de l'impact environnemental d'un bloc opératoire. Il y en a plein d'autres. Mais ces 13%, encore une fois, il ne faut pas les dénigrer, il ne faut pas les renier. On va s'y intéresser. Et le meilleur moyen de ne pas produire, de traiter un déchet, c'est de ne pas le produire. Et donc c'est là où on va arriver à ce que va décrire Patrick tout à l'heure, ça sera la conception écologique du soin, sans pour autant opposer une décision médicale à une décision environnementale. Je pense qu'on peut promouvoir la qualité des soins et la sécurité des soins tout en prenant en compte l'aspect environnemental, ce qui nous fait prendre nos responsabilités environnementales et les responsabilités de notre métier dans l'impact ou dans son impact environnemental. Je reviens à la question de Patrick qui est sur les lames de laryngoscope. Et il y a eu un énorme travail mené dans son bloc opératoire, notamment par les équipes chirurgicales et anesthésiques. C'est sur l'impact environnemental. Je rappelle que nous sommes en train de faire du développement durable. Le développement durable a 3 piliers. Il y a l'aspect environnemental ou écologique, certes, mais il y a aussi l'aspect sociétal et l'aspect économique. Et si jamais on oublie l'aspect économique, la balance est déséquilibrée, le projet ne marchera pas. Et ça, j'insiste sur cette partie-là. Aujourd'hui, tous les centres qui font du recyclage de métaux ou de la valorisation de métaux le font dans leur coin. Et il faut qu'on trouve une force de frappe assez large. Pourquoi ? Parce que le prestataire qui va, je peux vous en donner un, qui va prendre en charge ces métaux qui sur le marché valent au-delà de 1 500 € la tonne, sont rachetés une centaine d'euros. Même pas. Pourquoi ? Parce qu'elles proviennent du milieu médical et qu'il y a cette hantise de contamination et de provenance, alors que c'est des déchets qui peuvent parfaitement être assimilés aux déchets ménagers une fois qu'ils sont décontaminés ou stérilisés, point d'interrogation. Donc la première chose, c'est de pouvoir, grâce à des organismes comme CERES, avoir du lobbying pour qu'on puisse couvrir l'aspect réglementaire du traitement du déchet pour qu'il puisse être valorisé. Deuxièmement, avoir une force de frappe commune, qu'elle soit sur des GHT, qu'elle soit régionale ou nationale, pour qu'il y ait aussi un aspect économique, pour que ça soit viable. L'objectif, c'est
ça ne sera jamais de gagner de l'argent. Mais si on arrive à un équilibre environnemental avec zéro impact environnemental et qu'on puisse couvrir, grâce à la valorisation de ces déchets, les frais inhérents à son recyclage, c'est déjà largement suffisant. Alors, juste, juste pour chaque hôpital, la question, parce que nous, ça a été... aujourd'hui, je pense qu'on est dans un système hyper pilote, hyper micro, en effet. C'est nous, sur tous les hôpitaux universitaires de Strasbourg, c'était même pas tout un secteur de bloc, c'était le digestif dans tout l'environnement d'un bloc. Donc, c'était 3 salles, pilote, avec justement la démarche de démontrer le côté économique et que c'était viable. Alors, sur une année de recyclage de tous les métaux, on a fait gagner 10 € à l'hôpital, c'est-à-dire qu'on ne leur a pas fait perdre de l'argent. Voilà. Et donc, du coup, à partir de là, ça devient... Bon, alors il y a eu le Covid l'année dernière, mais du coup, maintenant, ça devient implémenté dans tous les blocs des US de recycler systématiquement tous les fils des bistourettes électriques et tous les lames de... Voilà. Mais en effet, on est aujourd'hui vraiment dans du micro... pilote. Encore une fois, je pense que la Société française de stérilisation ne sont pas les plus opposants. Honnêtement, on a rencontré Christophe Lambert, qui est son président, et qui sont les moins obtus et qui seraient vraiment prêts à envisager que la décontamination simple d'un explant ou d'une lame de laryngos soit suffisante pour confier un métal. Et je rappelle que c'est quand même, on est sur 8000 prothèses de hanche de reprise par an, 4000 prothèses de genoux. Bon, c'est pas sur les 72 000 posées par an, c'est pas grand-chose, on est d'accord, mais ça représente quand même au niveau national quelque chose. Sur la valorisation de ces métaux-là, en cas de l'acier, je suis pas aussi pessimiste sur le modèle économique. Et alors après, j'avais imaginé que au sein du CNP, on soit dans une économie de financement de la recherche ou d'une bibliographie ou des projets de recherche du CNP de la Sofcote. Et c'est vrai que, alors je bats ma coupe, c'est vrai qu'on a une démarche qui est plus de spécialité. On va pas forcément partager, mais c'est évident que si au sein du bloc ou au sein des établissements, il y a une démarche collective sur le métal, c'est plus puissant. Et je pense, après on va... Mais en effet, c'était un peu l'idée, c'est-à-dire que tout le monde est en train de faire un peu de se battre pour monter son micro-projet dans son bloc, et on aurait une force de frappe, et on ne recrée pas tout à zéro si justement, en effet, tous les gens qui travaillaient au bloc déjà récupéraient les déchets, se mettaient en commun, et voire même en effet au sein d'un GHT, que pour l'AP-HP, que ce soit une stratégie globale de l'AP-HP, là, on passe à une autre dimension, et ça devrait être, sur le plan du coût économique, en effet, plus rentable. Alors juste c'est quoi un masque éco-responsable ? Comment c'est un masque que l'on jette et qui va s'autodétruire ? Alors malheureusement, les masques chirurgicaux aujourd'hui, ils ont une vie de 400 ans. C'est-à-dire que c'est du polypropylène, ça vient du pétrole, bêtement. Il faut 400 ans pour que ça se décompose, et ça se décompose en plus en microparticules de plastique, et vous savez tous ce que ça devient dans le cycle de la vie. La PHP, puisqu'on en parlait à l'instant, c'est 110 000 masques par jour. En France, les masques chirurgicaux ont un impact carbone qui correspond à 450 000 tonnes de carbone. Donc ça, c'est le point de départ. Alors, trouver une solution, enfin résoudre le problème ou améliorer la situation passe par plusieurs choses. C'est un petit peu comme dans la mobilité. On est passé récemment d'une mobilité où chacun est dans sa voiture et on fait tout avec une voiture, à un principe de multimodalité, et on nous pousse de plus en plus dans cette direction-là, avec de temps en temps des contraintes réglementaires. Aujourd'hui, on est au début de la multimodalité dans le monde de la protection. Alors, l'an dernier, on a découvert que le masque, c'était vachement important. Vous le saviez déjà depuis longtemps. Le public s'en est rendu compte. On s'est retrouvé pris en otage par un pays qui est la Chine et qui a fait passer les masques de 5 centimes à 60 centimes.
Pour du désormais coup, qu'ils soient à 2 centimes. Comment ? Pour les refaire redescendre maintenant à 2 centimes. Pour les faire maintenant redescendre à 2 centimes en subventionnant leurs exportations pour tuer la concurrence qui s'est créée entre-temps. On a même été plus bête que ça, parce qu'au tout début de la pandémie, on a envoyé en Chine, pour les aider, gracieusement, des masques du stock stratégique français, parce qu'à un moment donné, au tout début, ils étaient les seuls à avoir des gens malades, et on s'est dit, on va les aider. Bon. Alors nous, qu'est-ce qu'on a essayé de faire dans cette perspective ? D'abord, concevoir un masque éco-responsable, c'est travailler sur les choses qui font que l'impact carbone et l'impact environnemental peut être réduit. On peut travailler sur les matières premières, avec un sourcing plus proche. On peut travailler sur le transport des masques, avec une production plus près. On peut travailler sur la production, parce qu'il y a un rapport de... le kilowattheure d'énergie produit en France coûte à peu près 80 grammes de CO2. Quand ça vient de Chine, ça coûte 1,1 kg de CO2. En Europe, en moyenne, c'est 500 grammes de CO2. C'est-à-dire qu'en France, compte tenu de notre filière nucléaire, on a une énergie qui est peu impactante sur le plan carbone. Donc fabriquer en France, c'est déjà améliorer la situation. Fabriquer en France, c'est aussi ne plus faire venir les masques par conteneur de 8000 km, parce que là, en plus, on transporte de l'air, ça coûte une fortune. Et puis, trouver des matériaux sourcés en Europe, et maintenant en France, puisque l'an dernier, il y a un certain nombre de fabricants qui se sont mis à en produire, c'est aussi améliorer la situation. Donc ça, du côté du fabricant, nous, on est capable d'inventer des solutions pour que le masque ait un impact plus faible. Mais l'autre acteur dans l'histoire, c'est le milieu hospitalier. On a fait des expériences intéressantes l'an dernier avec, par exemple, le CHU de Poitiers, qui a commandé, pour certains de ses usages, des masques réutilisables. Il y a un rapport de 1 à 35 en termes d'impact carbone entre un masque chirurgical et un masque lavable. Alors, ça impose des contraintes qui, dans certains domaines, ne peuvent pas être mises en œuvre. On ne va pas s'amuser à faire du masque lavable. Aujourd'hui, on ne va pas revenir au masque lavable dans le bloc, parce que ça a existé dans le passé, mais aujourd'hui, je sais que ça pose pas mal de problèmes. Mais il y a tous les autres usages à l'intérieur d'un hôpital. Sur les 110 000 masques qui sont utilisés aujourd'hui par jour à la PHP, ils ne sont pas tous utilisés dans le bloc ou dans les services de maladies infectieuses. Donc, il y a une évolution de la pratique qui va prendre un peu de temps. Et le seul problème que nous ayons aujourd'hui, c'est d'arriver à traverser le désert de Gobi ou le désert, la vallée de la mort. C'est-à-dire que les industriels qui, en France, se sont mis à fabriquer des masques, il faut qu'ils tiennent assez longtemps pour que le marché se régule un peu, que les Chinois arrêtent de vendre des masques à 2 centimes, le temps que les utilisateurs comprennent qu'en fait, ils se suicident en faisant ça à terme. C'est certain que là, vous avez votre rôle à jouer, parce que vous devez exiger, ou vous pouvez exiger, de ne pas porter n'importe quoi sur le visage. Et on s'est rendu compte, on a travaillé avec l'IHU de Strasbourg et avec Patrick, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, pour essayer d'élaborer un masque le plus confortable et le moins invasif possible pour les soignants. On a travaillé sur les matériaux, on a travaillé sur la nature des élastiques, on a fait des focus group en testant différentes compositions, puis on est arrivé à quelque chose qui correspond à un équilibre. Quand on voit certaines choses qui arrivent de Chine aujourd'hui qui sentent le nem quand on ouvre le paquet, c'est vous qui voyez, hein. C'est ça. Et alors, du coup, le corollaire de ça... Une fois qu'on l'a utilisé... Une fois qu'on l'a utilisé, il faut le recycler. Et nous, on a mis ça au point avec un certain nombre d'industriels. Donc aujourd'hui, en Alsace, il y a des gens qui fabriquent les masques, nous. Il y a des gens qui les distribuent, un réseau de distribution qui est le fournisseur des hôpitaux, qui va récupérer les masques ensuite. Dans l'hôpital, on a des boîtes comme ça, avec une fente. Quand le masque est fini d'utiliser à la fin de la journée, il va dans la fente. Quand la boîte est pleine, elle est collectée et elle est amenée vers un recycleur qui s'appelle Alsatex et qui va déconstruire le masque pour récupérer la barrette métallique, les élastiques, le filtre, et qui va réinjecter ça dans ses compositions. C'est un produit d'assemblage, en fait. Après, il mélange des matériaux plastiques de différentes origines pour fabriquer des granulés avec des grades différents qui vont ensuite être réinjectés dans la filière plasturgie. Ça, c'est ce qu'on fait pour réduire au minimum l'impact carbone. Mais on ne peut pas le faire seul,
parce qu'il faut que les milieux hospitaliers fassent évoluer leurs pratiques. Ça prendra peut-être du temps, mais c'est possible. Pour que demain, on soit un peu moins con, quoi. Et puis qu'on ne se retrouve pas à la prochaine pandémie exactement dans la même situation. Moi, j'ai peut-être une question, parce qu'il y a un débat sur le masque, bien sûr, mais il y a un débat sur... alors, je parle du bloc opératoire, sur les tenues chirurgicales, et en particulier le débat entre des tenues tissu lavables et des tenues en polypropylène jetables. Et c'est exactement le même débat que sur les masques. C'est-à-dire que, moi, personnellement, je ne me suis pas posé la question, mais quand on m'a donné un pyjama en tissu, j'étais plutôt contente. Mais en même temps, je me dis, bon, il est lavé, de l'eau, voilà. Quand on me donne un pyjama en carton, je suis un peu moins confortable. Mais pour autant, il n'est pas recyclé, il est incinéré. C'est quoi votre opinion sur... est-ce que derrière, vous avez réfléchi à d'autres process de recyclage Juste le micro entre-temps. Non, mais parce que je sais qu'il y a les recommandations qui sont en train de sortir ou qui vont sortir. Sur le plan déjà d'hygiène, est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans la littérature? Alors, tu peux répondre moi déjà. Je l'annonce en avant-première et je vais lancer un appel. Et je vais lancer un appel auprès de vous. Parce que le 24 septembre, il y aura la publication officielle de la recommandation commune SFAR et SF2H, Société française d'anesthésie et réanimation, et la Société française d'hygiène hospitalière, en collaboration avec l'Association française de chirurgie, puisque le texte a été soumis à Patrick, donc il est validé, donc on a l'aval sous réserve de 2-3 petites modifications pour l'aval de l'AFC. Et je lance un appel aux orthopédistes parce qu'on leur a soumis le texte pour relecture et validation. Et nous sommes toujours en attente de leur réponse. Ça va. Enfin, on a eu une réponse pour des modifications on s'est soumis. Et donc, une fois que j'ai fini mon appel, en gros... la conclusion de cette recommandation est qu'une tenue à usage unique sur le plan infectieux ou les infections du site opératoire fait pareil qu'une tenue réutilisable, contrairement à ce qu'on pensait il fut un temps. Et par contre, sur l'impact environnemental, en comptant le nombre d'usages des tenues réutilisables, c'est-à-dire on compare une tenue réutilisable qui a une durée de vie moyenne entre 70 et 100 utilisations par rapport à 100 tenues réutilisables. En consommation d'eau, on est à 300 fois moins. En impact environnemental, on est à 140 fois moins. Donc on a un réel bénéfice environnemental avec le même bénéfice clinique. Et donc juste pour revenir à une phrase très importante, que ce soit ces recommandations ou nos conduites par la suite sur l'ensemble des démarches environnementales, que ce soit au bloc opératoire ou ailleurs, on n'oppose jamais une décision médicale à une décision environnementale. On a suffisamment de progrès technologiques. On est sur le terrain, on voit fleurir plein de propositions sur l'éco-responsabilité en santé, mais en fait, les vrais acteurs, c'est vous et nous. C'est le praticien. C'est lui qui réfléchit à comment il va générer le soin, à comment il va le faire, à comment il peut réduire son impact environnemental sur le même mode que l'industrie, puisque vous avez pensé au transport, à la fabrication, au traitement, et c'est ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie. Oui. Moi, c'est juste une réflexion. En fait, je viens de l'Afrique de l'Ouest du Niger. C'est vrai que quand j'ai commencé à travailler ici en France, à Montpellier, ma première remarque, c'est que j'ai trouvé qu'il y a trop de gaspillage. Certes, les consommables, il y a beaucoup de consommables qu'on ne peut pas recycler, mais par rapport à tout ce qui est dispositif médical comme les explants, etc., les laryngoscopes, je me suis dit, pourquoi ne pas les décontaminer, les réutiliser, les reconditionner? Pourquoi pas? Parce qu'on a des dispositifs médicaux qui sont réutilisables, nos pinces à disséquer, nos écarteurs, etc. Peut-être qu'on aurait dû avoir
un responsable de stérilisation sur la table pour avoir une réponse. Est-ce que derrière ça, ce n'est pas une question plutôt économique avec les sociétés derrière que médicale? Donc, parce que nous, on respecte quand même les conditions d'hygiène, mais on fait beaucoup plus attention. Il y a beaucoup de choses qu'on recycle avec nos stérilisateurs. Merci. Alors, il y a un processus qui s'appelle le reprocessing. Ouais. Le reprocessing, c'est le fait de prendre en charge du matériel à usage unique et de pouvoir le traiter pour le rendre conforme à sa forme initiale en termes de stérilité et de sécurité pour le patient. Ce reprocessing constitue 70% de l'usage au Canada et à peu près 47% de l'usage unique en Allemagne. Et il y a des lois européennes auxquelles normalement on est soumis, d'accord, qui réglementent ça et qui permet de le faire. La France ne l'a pas signé jusqu'en 2021. Donc là, je sais que c'est en cours de négociation et en cours de traitement. Certes, il y a une partie du lobbying, mais la partie réglementaire dit que le fabricant est responsable de la sécurité de son dispositif. Et tant aux États-Unis, ceux qui font du reprocessing, c'est les mêmes sociétés qui fabriquent. En France, ça sera un petit peu compliqué à traiter, mais c'est quelque chose qu'un organisme comme CERES, je l'espère, arrivera à régler. Je laisse la parole à Patrick. Non, juste, en effet, la législation européenne permet le reprocessing médical, mais à chaque État membre de l'accepter. Donc c'est sous la dépendance de l'acceptation de chaque État membre. Et en effet, justement, aujourd'hui, en France, il n'y a pas eu encore la décision de rentrer dans ce rétro-processing, alors que l'Allemagne l'a fait, par exemple. Mais la législation européenne le permet. Monsieur Pruveau. Oui, François-René Pruvot, je m'occupe du programme d'investissement hospitalier au ministère de la Santé dans le cadre du plan France Relance. Ça veut dire que vous proposez que dans le cadre des projets d'investissement dans les 10 ans qui viennent, les hôpitaux français réinvestissent dans les blanchisseries et redimensionnent leur secteur de stérilisation? Oui, moi je pense que ça sous-entend effectivement qu'on ait une entente avec, localement avec les pharmacies et les stérilisations si elles sont internes. Éventuellement, elles peuvent être externalisées et elles l'ont été beaucoup moins. Et la deuxième chose, c'est que au niveau de l'industrie, je pense qu'en tout cas en orthopédie, l'usage unique se multiplie et c'est un processus qu'on doit absolument enrayer, nous, utilisateurs, parce qu'on a de plus en plus de matériel barré du sceau single use et on ne peut pas passer outre cet obstacle. Et si on a le process de stérilisation et de reprocessing justement, et si on arrive à reprocesser une mèche, un guide, eh bien je pense qu'on a avancé quand même. Si je peux répondre à votre question concernant les blanchisseries, encore une fois, on ne fait pas uniquement de l'éco-responsabilité, on fait du vrai développement durable. Et dans le terme développement durable, je suis désolé d'être aussi primaire et économique. Depuis qu'on a refait le tour de la littérature pour la recommandation, on a décidé de se ranger dans notre rang et de passer de l'usage unique au réutilisable dans mon hôpital. Alors, une tenue réutilisable, c'est 4,40 € la tunique et le pantalon, avec 39 centimes par lavage. Une tenue à usage unique depuis la crise Covid, c'est 2,20 €. 2,20 € par utilisation. Et donc, non seulement sur le plan économique, c'est beaucoup plus rentable de revenir au réutilisable, mais sur le plan sociétal, c'est de la création d'emplois. C'est de la création de l'emploi, c'est de la préservation de l'environnement, c'est du confort. Vous êtes chirurgien, vous êtes dedans toute la journée. C'est effroyable d'être dans du papier à transpirer sous la casaque. Il fait 40 degrés plus l'anesthésiste qui vous chauffe le patient. Et donc, il fait 40 degrés dans la salle versus du tissu ou du coton. Alors, il y a du propylène dedans, mais en termes de confort, il n'y a pas photo.
Du point de vue des industriels, pour compléter, pour parler de cette question des vêtements, nous, on sait trouver des solutions technologiques et techniques. Ça va pas être du coton, parce que le coton, l'impact carbone du coton et je dirais l'éco-responsabilité avec le coton, c'est pas forcément un cadeau. Les masques chirurgicaux qu'on fait sont du polypropylène parce qu'on n'a pas le choix. Les masques réutilisables qui vous ont été distribués, ils sont faits avec un produit qui s'appelle de l'évolon, qui a été développé par Freudenberg, PET, utilisable pour des vêtements plus d'une centaine de fois, voire 200. Et on sait développer des solutions qui seront produites avec des industriels locaux, avec toutes les cases cochées sur la distance, etc. Et on peut même travailler sur la fonctionnalité de ces vêtements pour qu'ils soient le plus facile à retraiter possible et pour réduire les 39 centimes encore si c'est possible. Nous, on sait répondre à partir du moment où il y a une vraie volonté. Mais ça passe par une évolution des pratiques qui est du ressort du monde médical. Nous, on n'a pas à vous imposer quoi que ce soit là-dedans. On vient juste au service pour proposer une réponse qui soit cohérente et vous montrer qu'il y a des solutions. Justement, à ce propos, j'ai une question à vous poser. Vous parlez du dispositif que vous avez mis en place de recyclage des masques. C'est quelque chose que vous avez mis en place dans votre région à Strasbourg ? Alors, on a mis en place ça dans le Grand Est avec un distributeur qui est notre distributeur et qui fournit notamment des hôpitaux, des entreprises, etc. Et une entreprise qui fait du recyclage. Mais elle a une dizaine d'homologues en France. Il y a des solutions équivalentes qui ont été développées par différents acteurs. Simplement, il faut avoir envie de faire ça, de sélectionner un petit peu. Alors, c'est sûr que les masques chirurgicaux qui sortent du bloc, qui sont souillés, ceux-là, ils vont continuer à être incinérés. Il n'y a pas de discussion là-dessus. En revanche, tous les autres qui sont utilisés dans l'hôpital aujourd'hui, et beaucoup plus que par le passé, et on continuera à en utiliser plus qu'avant la pandémie, ceux-là, ils peuvent être collectés, ils peuvent être ramenés par le transporteur, enfin par le distributeur, à une entreprise dont le métier est de les retraiter. Donc vous avez des correspondants ailleurs en France Oui. Qui peuvent ce qui veut dire qu'on peut mettre en place le même genre de système de recyclage dans nos Absolument. hôpitaux parisiens, par exemple. Tout à fait. C'est pas une filière uniquement du Grand Ah non. On a montré que c'était possible. On a fait la preuve du concept pour parler un peu comme dans l'environnement médical. On l'a déployé à une échelle industrielle parce que bon, le Grand Est, c'est pas n'importe quoi. Et on sait où sont les gens qui aujourd'hui en France sont capables de recycler. Puisqu'on part du recycleur qui a un process et une technologie où il faut investir. Et autour, on trouve les distributeurs, etc. Ou les autres, parce que le but du jeu, ça s'applique à tous les gens qui fabriquent en France aujourd'hui des masques chirurgicaux. Et il y en a un certain nombre qu'il faut juste aider à ne pas se retrouver avec les chaînes vides, parce qu'on recommande tout en Chine, parce que c'est moins cher pour le moment. Donc ce qui veut dire qu'il suffit qu'on stimule dans notre hôpital localement, avec les infirmières hygiénistes par exemple, et la stérilisation, pour savoir comment on peut mettre en place le système de recyclage des masques, tout à fait. par exemple. Tout à fait. Vous pouvez prendre l'exemple sur le Grand Est. Oui, vous prenez la carte et vous pouvez prendre que ça existe déjà quelque part. Donc la question c'est ça, c'est effectivement pour leur transmettre, pour qu'on. Oui, on est là pour ça. Le stand est juste derrière. D'accord, très bien. Mais on n'est pas venu vendre des masques. On est venu parler d'une façon de faire évoluer les pratiques. Très bien, merci beaucoup. Moi, je veux Alors juste, en fait, c'est pas tout à l'heure, c'est demain matin la séance CRS où on va déployer justement le parcours de soins et reprendre en effet les trois piliers économiques, sociétaux et environnementaux demain matin à 8h15 pour aussi reparler éco-responsabilité et comment concevoir le parcours de soins. Et je dois vous quitter parce qu'il y a d'autres séances qui continuent. Merci beaucoup. L'idée aussi, voilà, c'est que vous avez trois personnes là, vous pouvez les attraper, leur demander leur carte, leur numéro de téléphone pour faire du lien. Merci beaucoup et bonne suite de congrès. Je suis obligé d'aller à la séance femme chirurgienne. À demain. Et à demain. Non, t'es pas. Non. Désolé,